Saint-Germain-en-Laye, c'est d'abord un domaine royal qui comprenait deux châteaux royaux, le château neuf et le château vieux. Le château vieux reste encore actuellement puisqu'il est transformé en musée des antiquités nationales, mais d'abord c'est un château royal. Et le château neuf, il ne reste que quelques vestiges, dont le pavillon Henri IV. Saint-Germain-en-Laye comptait également 3 séries de jardins historiques. Les jardins de Boulingrin, qui ont été détruits, les terrasses du Château Neuf, qui descendaient jusqu'à la Seine sur 7 étages, disparus également, et enfin le domaine actuel de 45 hectares créé par Le Nôtre et partiellement gommé par des aménagements réalisés au XIXe siècle. Alors, l'objectif, c'est de retrouver les grands axes de Le Nôtre. Vous aviez 3 grands axes sablés, la petite terrasse, l'allée Dauphine, la grande terrasse, et puis, bien sûr, le grand parterre qui donne sur l'avenue des Loges. À la demande de François Ier, Martin Chambige entreprend la construction du château vieux de 1539 à 1548. En 1557, Henri II confie à Philibert de Lorme la construction du château neuf, occupant un espace inutilisé près du coteau et offrant un somptueux panorama sur la Seine, mais dont il ne reste aucun vestige connu à ce jour, à l'exception des murs des terrasses. À la mort d'Henri II, le chantier s'interrompt pour ne reprendre un nouvel essor que sous le règne d'Henri IV, avec des extensions qui subsistent en partie aujourd'hui, dont le pavillon qui forme l'extrémité de la terrasse. Mais l'ouvrage reste cloisonné dans un axe est-ouest et il est quasiment impossible de s'y rendre en voiture attelée. Enfin, en 1684, André Le Nôtre crée un nouvel accès au château avec la petite et la grande terrasse sur plus de 2 km qui firent la renommée de Saint-Germain. Eh bien, nous sommes sur la terrasse haute qui a été construite par Le Nôtre en arrière de la grande terrasse. Il y a la grande allée sablée et en arrière, une seconde terrasse, environ 2 mètres au-dessus de la précédente, permettait de faire une seconde allée un petit peu plus haut. Donc ce mur avait disparu dans le courant du XIXe siècle, au moment où on a affadi les travaux de Le Nôtre. On a arasé et on a installé une pelouse dont on a le vestige ici. Et cette pelouse descendait en biais, cachant cet ensemble architectural. Voilà une des bornes chasse-roue qui a été retrouvée. Ces bornes de chasse-roue nous rappellent tout simplement que cette grande allée a été établie pour que les carrosses puissent aller à l'intérieur du château d'Henri II. Nous essayons de comprendre quelle a été la genèse de cet endroit, qu'est-ce qu'il y avait comme jardin, qu'est-ce qu'il y a eu comme étape intermédiaire. Même si les plans sont nombreux et si l'on voit des modifications, les plans ne nous disent pas tout. Voilà. La surprise, c'est que notre mur s'arrête ici, avec une très belle feuillure de porte, ce qui n'était absolument pas prévu. Ici, je devais trouver un gros pilier carré, analogue à celui qui fait le retour d'angle vers le nord. Les plans anciens sont formels, comme quoi l'archéologie est importante pour essayer de comprendre des choses. Le mur se prolonge jusqu'à l'hôtel Henri IV, qui occupe une partie de l'emprise du château neuf. Voilà, alors ici, avec cette grille, on sort du domaine national pour rentrer sur le terrain de l'hôtel Henri IV. Et nous avons la surprise de voir le bout du mur qui existe toujours. La suite du mur que nous avons dégagé. Et là, nous avons à l'extrémité, à l'endroit où le mur s'arrête, nous avons exactement le point de contact avec l'aile nord des travaux construits du temps d'Henri IV. La troisième phase, c'était le parterre de la Dauphine. Donc à partir d'ici, dans cette rangée d'arbres, là, j'ai creusé une tranchée de sondage, recoupant complètement cette allée du bord de la terrasse, jusqu'à 10-15 mètres à l'intérieur du tapis vert. Le but de l'opération était de retrouver très exactement ce fameux parterre de la Dauphine que tous les plans anciens dessinent merveilleusement avec ces jolies broderies de pelouse et d'essayer de répondre à 2 questions. À quelle profondeur se situait ce parterre et surtout qu'est-ce que c'est que ces 3 massifs qui sont là. Il y a 2 massifs ronds et un massif carré. Sur ce plan-là, ils sont indiqués en vert. C'est donc de la pelouse. Or, sur d'autres plans contemporains, ils sont indiqués en bleu. Donc, c'était des bassins. Donc, de quoi s'agissait-il? Lorsqu'on interprète la documentation écrite, le fontainier en chef est sans arrêt en guerre contre les architectes paysagistes.
3 coups de compas sur un plan ne font pas 3 bassins. Effectivement, tout du long des siècles précédents, le problème de l'alimentation en eau de Saint-Germain-en-Laye a été la question numéro 1. Donc il est tout à fait possible que ces bassins n'ont pas été construits du tout et ont été transformés en des pelouses, en des massifs circulaires ou carrés. Le problème de l'interprétation, c'est quel crédit devons-nous apporter aux documents graphiques? Est-ce que ce sont des déclarations d'intention? Est-ce que ce sont des plans de réalisation? Ou est-ce que ce sont des états des lieux? Ça, seule l'archéologie peut se permettre de le dire.